Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette table ronde sur l'hôpital intitulée « La régulation de l'hôpital, quelle place pour la concurrence ?» Donc je suis Denis Reynaud, économiste et directeur de l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé. Et je propose que les autres participants se présentent avant de démarrer la table ronde. Ricarda, je t'en prie. Oui, merci beaucoup. Je m'appelle Ricarda Milstein, je suis économiste de la santé à l'OCDE. Philippe Chaunet, je suis professeur dans une école qui forme des statisticiens et des économistes qui s'appelle l'ENSAE, dont mon voisin de gauche est diplômé également. Et j'ai beaucoup travaillé dans le secteur de la concurrence. J'ai été notamment à l'autorité de la concurrence pendant plusieurs années. Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Jocelyn Courtois, je suis économiste statisticien de formation et je suis plutôt un administratif de la santé. J'ai travaillé, j'ai fait quasiment toute ma carrière à l'assurance maladie et au ministère de la Santé sur aussi bien les produits de santé, la démographie des professionnels de santé, la veille internationale, etc. Et plus récemment, je travaille pour la direction générale de l'offre de soins au ministère de la Santé et de la Prévention. Voilà. Et Aurélien Sourdi, donc je suis directeur d'hôpital. J'ai exercé préalablement en établissement et aujourd'hui je suis à la Fédération hospitalière de France. Merci à tous. Donc, l'hôpital fait face à une crise d'attractivité pour les personnels avec des conditions de travail difficiles, des rémunérations peu attractives, mais aussi une crise financière avec plus de 1 milliard d'euros de déficit en 2022, d'après un rapport récent de la Cour des comptes, et un sous-investissement depuis 10 ans, après différents plans successifs d'investissement. Face à cette crise, la tarification à l'activité des hôpitaux, qui permet d'allouer la majorité des budgets en fonction des séjours réalisés et de leurs caractéristiques, grâce à une nomenclature de l'activité extrêmement détaillée. On a plus de 5000 tarifs différents. Cette tarification à l'activité est souvent l'objet de vives critiques. Et d'ailleurs, cela fait plus de 10 ans, je me rappelle de la campagne présidentielle de 2012, où déjà, durant la campagne présidentielle, il était indiqué qu'il fallait réformer la réforme de la tarification à l'activité. Cette réforme de la T2A est annoncée, mais jamais vraiment effective depuis. Alors dans l'intervalle, en effet, il y a quand même eu pas mal de travaux, de recherche et d'autres, et de rapports de la Cour des comptes dernièrement cet été, qui mettent aussi en évidence des aspects positifs de cette tarification. C'est sans doute pour ça qu'on ne s'est pas empressé de la réformer comme on avait dit qu'on le ferait, et notamment grâce à la concurrence et aux incitations à l'efficience que cette tarification induit. Il y a eu dans le secteur de l'hôpital des gains de productivité considérables durant les 20 dernières années, c'est-à-dire depuis 2004 et la mise en place de cette tarification. Une réforme de la tarification est prévue dans le PLFSS 2024 qui vise à réduire la part de la tarification à l'activité dans le financement au profit de dotations et de rémunérations en fonction d'objectifs. Cette réforme pourrait donc conduire à réduire le rôle de la concurrence dans l'allocation des budgets au profit d'un poids qui sera sans doute plus important des régulateurs, je pense aux ministères et aux ARS qui délèguent des budgets aux établissements. Voilà pour cette courte introduction qui dresse un petit peu le panorama, et je dresse la parole à Ricarda qui va nous parler plutôt de la régulation dans les autres pays que la France. Je t'en prie, Ricarda. Oui, merci beaucoup pour cette invitation. C'est un plaisir de participer à cette table ronde. C'est surtout un plaisir de participer à une table ronde en France parce que je suis allemande. Avant de rejoindre l'OCDE, j'ai contribué aux réformes en Allemagne. Nous avons toujours été, la France nous a toujours fortement inspirés. Il y a pas mal de réformes qui sont basées sur des réformes en France. Et c'est aussi un plaisir de participer à une table ronde sur ce sujet en Europe, parce que nous sommes parfois sous l'influence des États-Unis, où la situation est assez différente.
Aux États-Unis, nous sommes dans un contexte un peu différent parce que aux États-Unis, la tarification n'est pas bien réglée. Donc, c'est plutôt la négociation qui détermine le prix. Voilà pourquoi vous avez une concurrence sur la qualité, la quantité et les prix et la tarification aux États-Unis. Donc, les États-Unis ont vraiment besoin de la concurrence pour lutter contre l'augmentation des prix et pour les maintenir en bas. Il y a notamment des effets positifs sur le prix et sur les dépenses, mais quant aux effets sur le choix, c'est pas forcément clair. La situation est un peu différente en Europe. Là, notre système de santé est beaucoup plus réglementé. Ici, nous avons surtout une concurrence sur la qualité et la quantité, mais pas sur la tarification. Il y a une certaine histoire des effets positifs en Angleterre, surtout au début des années 2010, grâce aux réformes établies sous Tony Blair en 2006. Donc il y a beaucoup de documentation, mais c'est un peu différent ici en France ou aussi en Norvège, en Allemagne. Là, les effets de la concurrence sont assez limités et pas toujours forcément systématiques. Donc la réforme clé pour réformer ou pour souligner, pour soutenir la concurrence, c'est certainement la tarification, l'introduction de la tarification à l'activité. C'est le mode de financement principal parmi les pays de l'OCDE. La tarification à l'activité a été développée aux États-Unis au début des années 80, merci. Et après, la tarification a conquis l'Europe, par exemple, c'était introduit en Angleterre aux années 2003-2004, en même temps aussi en Allemagne et puis en France, avec l'idée de lier le paiement à la qualité pour améliorer l'efficience, la transparence et aussi la concurrence sans vraiment perdre la qualité. Maintenant, une vingtaine d'années plus tard, on peut constater que la tarification à l'activité n'a toujours pas forcément répondu aux attentes. Par exemple, nous trouvons plus de transparence et grâce à la tarification à l'activité que nous avons une telle transparence que nous savons ce qui se passe à l'hôpital. Nous pouvons aussi noter une amélioration de l'efficience, aussi une augmentation de la productivité, mais ce n'est pas toujours clair si c'est aussi justifié ou pas. Puis, on voit aussi une croissance de dépenses. En France, on a l'ONDAM, mais en Allemagne, par exemple, on ne l'a pas. Il y a aussi une app coding et nettement, il n'y a pas d'incitation à la qualité. Voilà pourquoi maintenant, 20 ans après la tarification à l'activité, il y a plusieurs réformes. Il y a 4 domaines principaux de réformes pour améliorer les financements des hôpitaux, aussi comme tu as déjà dit, réduire le rôle de la tarification à l'activité pour arriver à une combinaison du budget global et de la tarification à l'activité. Par exemple, c'est une combinaison moitié-moitié en Norvège, c'est plutôt un budget global au Danemark ou en Angleterre, mais il y a encore des réformes en train de se développer. Deuxièmement, on est aussi en train de recalibrer la distribution des soins pour soutenir les soins des villes et pour accélérer les virages ambulatoires. Ça fonctionne déjà assez bien en France, mais il y a aussi des autres pays comme l'Autriche, la Suisse, l'Allemagne qui suivent la France. Il y a le Danemark ou la Norvège qui sont aussi développés que la France dans ce cas. Troisièmement, on voit des efforts de mieux lier le financement à la qualité. Il y a déjà les programmes de paiement à la performance, par exemple, il y a l'incitation financière à l'amélioration de la qualité en France. Il y a aussi la ROSP, COAF ou Hospital Value-Based Purchasing en Angleterre ou aux États-Unis. Ça, c'est la vieille génération. Ça n'a pas forcément développé une vraie amélioration parce que c'était trop limité, c'était que 10 indicateurs,
c'était que 1% du budget total qui était lié aux indicateurs de la qualité, mais pour PEPS, pour lier plus de financement à la qualité. Ça aide aussi à encourager la continuité de soins. En France, par exemple, les épisodes de soins, ou IPEP ou PEPS aussi, c'est un groupe de fournisseurs de santé qui sont faits responsables et qui reçoivent un budget global pour offrir des soins à une population ou un parcours de santé. Il y a les mêmes réformes qui se passent actuellement en Norvège ou, bien sûr, évidemment, comme toujours, les États-Unis. Il y a aussi un groupe de pays qui veulent accompagner la réforme de la tarification ou du financement de la santé avec une sorte d'autres régulations. Par exemple, pour répondre à la crise d'attractivité, on voit souvent qu'il y a une forte croissance du nombre de médecins, mais pas forcément d'infirmières. Le personnel infirmier n'est pas forcément lié à la rémunération. Voilà pourquoi il joue un rôle moins important pour le remboursement. Il y a donc des efforts pour augmenter l'efficience qui peuvent augmenter la pression sur le personnel. Il y a des pays comme l'Allemagne ou en Angleterre, on a des recommandations pour introduire des taux minimums de personnel infirmier. Est aussi un forfait infirmier en Allemagne. Grâce à cela, on voit qu'une augmentation du pouvoir de négociation, aussi un retour des infirmières dans le secteur des hôpitaux en Allemagne. Mais il faut aussi constater que cette régulation peut évidemment limiter la concurrence des hôpitaux. Donc, bref, en total, on voit que les résultats de recherche aux États-Unis et en Angleterre sont beaucoup plus favorables à la concurrence que ceux de l'Europe. Et il faut aussi constater que la concurrence seule ne suffit pas pour vraiment profondément améliorer le système de santé. Ça peut nous soutenir, ça nous donne de l'information grâce à la transparence, mais ce n'est pas forcément la seule solution pour nous. On voit plusieurs réformes et une introduction de régulation qui peut limiter la concurrence, et c'est à nous de décider si c'est une bonne solution ou pas. On parle parfois plutôt de la coopération au lieu de la concurrence suite à ces réformes. Finalement, je dois bien avouer qu'il y a aussi un manque de recherche sur la situation en Europe. Donc, j'ai commencé en disant que la situation des États-Unis et aussi la situation en Angleterre est un peu différente à la situation en Europe. Néanmoins, la plupart des évaluations, la plupart des recherches viennent des États-Unis et de l'Angleterre, et ça nous informe. Et voilà, c'est un peu difficile de formuler des réformes sans avoir de l'information. Je termine avec ça. Merci beaucoup, Ricarda. Du coup, on va enchaîner sans transition avec Philippe Chaunet, qui a fait notamment des travaux sur des données françaises. Donc, j'imagine qu'il va nous parler un petit peu de ces travaux et d'autres choses. Philippe, je t'en prie. Absolument. J'attends que les transparents apparaissent. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prendre le micro ? Celui-là. Vous m'entendez pas bien, là ? Oui, peut-être celui-là. Ah, celui-là est mieux ? D'accord. Ah bah voilà. Non, pas du tout, pas du tout. Donc effectivement, je vais tout à fait compléter ce qu'a expliqué Ricarda en parlant plutôt de la France. Donc, alors attendez, il ne faut pas que je m'embrouille. Voilà. Ce qu'elle a expliqué, c'est que en fait, dans les recettes des hôpitaux, vous avez deux parties. Vous avez une partie fixe. Ça, c'est vrai partout. Une partie fixe qui ne dépend pas du nombre de séjours que fait l'hôpital. Vous voyez ? C'est ce que j'appelle ici les dotations forfaitaires, dotations globales, etc. Donc, quoi que ce soit que fasse l'hôpital, il reçoit un certain nombre de millions. Voilà. Donc le sujet qui nous intéresse le plus, c'est la partie qui est en rouge, qui est la partie variable, c'est-à-dire la partie qui va dépendre de l'activité de l'hôpital. L'hôpital, il fait 50 prothèses de hanche. La prothèse de hanche, elle est remboursée à tant de centaines d'euros.
C'est un prix qui a été décidé, administré par l'administration, après des négociations. On multiplie le prix par la quantité, et ça fait donc les recettes de l'hôpital. Donc la grande question de politique publique, c'est la part qui doit être plutôt fixe, voyez, versus la part qui doit être plutôt liée à l'activité, au nombre de séjours que fait l'hôpital. Et si cette part variable est importante, et bien effectivement, ça met la pression, Ricarda a employé le mot, ça met la pression sur les hôpitaux, parce que ça veut dire que s'ils veulent gagner de l'argent, s'ils veulent pouvoir payer leurs factures, parce qu'ils sont comme vous et moi, les hôpitaux, il faut bien qu'ils payent leurs factures, et ben, il faut qu'ils attirent des patients. Et donc, ça rend, par définition, le secteur plus concurrentiel. Il faut aller chercher les patients. Voilà. Et en France, comme je vous l'ai dit, les prix sont fixés par l'administration, le prix de la prothèse de hanche, de l'accouchement, etc. Donc la concurrence n'est pas sur le prix, elle est sur tout le reste. On appelle ça une concurrence non tarifaire. Elle est sur la qualité des soins, les services rendus aux patients, etc. Pardon. Et donc, ce qui s'est passé, comme l'a dit aussi Denis, c'est que ce système de tarification variable, c'est devenu la bête noire, et en particulier dans l'hôpital public. Les professionnels de santé considèrent que c'est la guerre de tous contre tous, il faut se faire concurrence de manière très importante. On suspecte la tarification de pousser en quelque sorte. Comme votre revenu dépend de ce que vous faites comme séjour, en gros, il faut, votre administration, vos chefs à l'hôpital vous disent d'en faire toujours plus. Donc même François Hollande avait dit c'est inflationniste, comme l'a d'ailleurs signalé en 2012 au moment de la campagne présidentielle, comme l'a dit Denis. Donc ça crée une pression, les directeurs d'hôpitaux ils veulent leurs recettes, donc ils mettent la pression sur leurs équipes, les équipes sont fatiguées, etc. Bon. Et donc la question, c'est cette question de la part entre la rémunération à l'acte en quelque sorte et la partie fixe. Et effectivement, Emmanuel Macron, plus récemment, avait dit il faut faire en gros 50-50, c'est ça le bon chiffre. Donc voilà, je vous ai mis une citation ici, mais ça c'est une citation qui a été prise dans Le Monde en 2020 d'un professeur d'hôpital qui dit la seule chose qui compte aujourd'hui, c'est de faire plus d'activités, d'avoir plus de malades pour ramener plus d'argent. Donc les médecins à l'hôpital, voilà ce qu'ils disent. On me demande d'en faire toujours plus. Voilà, on me met la pression. On me demande d'aller chercher des patients. Et donc le résultat, c'est que les gens, c'est ça le résultat, ils se couchent par terre et ils veulent, parce qu'on nous dit en gros il faut travailler plus, et donnez-nous plus de moyens. Voilà, donc ça c'est une photo aussi qui est prise dans Le Monde en 2020. Les personnels sont épuisés. Et donc, nous, ce qu'on a essayé de faire dans une étude qui est parue l'année dernière, avec un collègue de l'INSEE qui s'appelle Lionel Wilner, c'est de regarder ce qui s'est passé en France au moment où on a introduit la T2A, donc c'est cette fameuse tarification variable, à l'hôpital public, donc dans la période 2005-2008. Voilà, c'est ça qu'on a essayé de regarder. Donc, en gros, ce qui s'est passé dans le privé, il ne s'est pas passé grand-chose, on va dire, je simplifie, mais dans le privé pendant cette période. Et par contre, dans le public, pendant cette période 2005-2008, on a baissé la partie forfaitaire, la partie fixe, et on a augmenté en contrepartie la partie variable. Vous voyez, c'est ça qui s'est passé, un jeu de balancier. Je parle dans le public. Voilà, je tourne la tête parce que c'est un peu compliqué pour moi de voir les transparents en même temps. Donc on baisse la partie forfaitaire, on augmente la partie variable dans le public pendant cette période. Voilà, et donc nous on a regardé ce qui s'est passé en chirurgie dans cette étude et on s'est demandé c'est quoi les effets de la T2A. Alors on a pris la chirurgie parce qu'on se dit la chirurgie c'est quand même pas un endroit, on va pas vous ouvrir le ventre juste pour le plaisir. Mais donc il y a moins d'effets de demande induite, mais enfin il peut y avoir des effets quand même entre la médecine et la chirurgie, par exemple. On peut vous opérer au lieu de faire un traitement médical. Donc qu'est-ce qui s'est passé en 2005-2008 ? Qu'est-ce qu'on observe ? On observe que si on se met en base 100 en 2005, alors avant 2005, l'hôpital public était en train de se faire tailler des croupières par le privé. Il perdait des parts de marché, là je ne l'ai pas montré. Et puis, bizarrement, au moment où on a commencé à dire à l'hôpital public attention, faut que vous gagniez des sous avec la T2A, vous voyez que ce qui s'est passé, c'est que si je me mets en base 100 en 2005,
L'hôpital privé, enfin le secteur privé peut continuer à peu près à faire le même volume d'actes, mais on constate que le public, lui, a augmenté beaucoup sur la période son volume d'activité. Voilà, comme par hasard. Et alors là, je saute la Medicare parce que Ricard en a déjà parlé. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire dans le papier, là, c'est de voir quels sont les effets causaux de la T2A. C'est-à-dire qu'est-ce que ces incitations financières ont vraiment changé et en enlevant tout le reste. Parce qu'évidemment, en économie, entre 2005 et 2008, il a pu se passer d'autres choses. La demande a pu changer, il a pu y avoir des nouvelles technologies, il peut se passer plein de choses. Donc nous, on a cherché à isoler vraiment l'effet propre de la T2A. Donc, et on s'est demandé, est-ce que ça a entraîné une hausse de l'activité totale en chirurgie, ou est-ce que c'est juste que le public a piqué des parts de marché au privé? Ça, c'était une des premières questions. Et puis aussi, on voulait voir les effets, encore une fois, causaux, c'est-à-dire ce qui est vraiment causé par la T2A pour les hôpitaux et pour les établissements. Tu me coupes, Denis, si je suis trop long. Ça va? Et donc, pour faire ça, on a essayé de se placer à la fois du point de vue des patients. Donc, les patients, ils choisissent un hôpital. Alors, quand je dis les patients choisissent, ça peut être leur famille, ça peut être le médecin, traitant, enfin, etc. De regarder comment, donc c'est ce qu'on appelle la demande en quelque sorte, comment les patients choisissent leur hôpital. Et ça, on le sait qu'ils arbitrent en gros entre l'utilité qu'ils vont retirer de l'hôpital, la qualité, les services qu'on va leur proposer, et puis la distance. Et on s'aperçoit que la distance est très variable. Même pour la chirurgie, vous avez des patients qui vont dans la même ville, mais vous avez des patients qui vont à une demi-heure. Donc il y a bien un arbitrage entre la distance et la qualité de l'hôpital. Donc c'est ça qu'on a regardé. Et puis les patients peuvent avoir des préférences pour le secteur privé versus le public, enfin, etc. Donc on a estimé la demande, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les préférences des patients et comment ils choisissent leur hôpital en fonction de la distance et puis de la qualité de l'hôpital. D'une part, et puis côté offre, on a essayé aussi de regarder comment les hôpitaux répondent à ces incitations financières. Voilà. Et donc, ça demande de se mettre à la place d'un manager, d'un directeur d'hôpital et de se dire c'est quoi sa stratégie, c'est quoi son objectif. Donc on a essayé de modéliser ça en considérant qu'un hôpital, ce n'était pas une entreprise normale qui maximise son profit. Ses recettes, ça compte, parce qu'encore une fois, il faut payer ses factures. Un directeur d'hôpital, il doit payer la blanchisserie comme tout le monde. Mais il y a peut-être d'autres motivations. Il peut être altruiste, il peut vouloir soigner les personnes. Enfin, c'est pas une entreprise standard. Bref, donc on fait tout ça, et qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve effectivement qu'il y a une forte hétérogénéité, ça il faut le savoir, dans l'attractivité des hôpitaux en France. Les hôpitaux, c'est pas tous les mêmes, il y en a des bons et des moins bons. Il y a des hôpitaux pour lesquels les gens font des kilomètres, et des hôpitaux où on n'a pas envie d'aller. Voilà, il faut faire attention, il y a une vraie hétérogénéité. On s'est aperçu aussi que les incitations financières comptaient dans les décisions des directeurs d'hôpitaux, mais pas... Il n'y a pas que ça, elle compte pour 10%, c'est plutôt rassurant. Les directeurs d'hôpitaux ne sont pas guidés, majoritairement par les incitations financières. Et on a essayé de montrer qu'il y avait vraiment une concurrence, c'est-à-dire que les hôpitaux se tirent la bourre, si vous voulez, pour attirer des patients. Donc on donne un sens formel dans le papier à ça. Et un truc qu'on a montré aussi qui est intéressant, je pense, c'est qu'on a montré que la concurrence intrasectorielle, c'est-à-dire la concurrence entre les hôpitaux publics, entre deux hôpitaux publics, est finalement très forte. Ou même entre deux hôpitaux privés, et plus forte qu'entre le public et le privé. Et ça, c'est peut-être un truc qui défrise particulièrement les hospitaliers publics qui ne comprennent pas bien pourquoi deux hôpitaux publics devraient se faire concurrence entre eux. Mais c'est quand même ce qui se passait. On voit ça dans les données, qu'il y a une concurrence particulièrement forte entre les hôpitaux publics. Bien, donc tout ça pour en arriver à quoi? Eh bien, un de nos résultats principaux, c'est que l'introduction de la T2A, donc je parle bien d'un effet causal, en enlevant tout le reste, les chocs de demande, les chocs d'offres, etc. Ce qu'elle a surtout fait, c'est que, eh bien, elle a créé un transfert de parts de marché entre le privé et le public. C'est-à-dire que le public a pris des parts de marché. En chirurgie, c'était 40%. Le public avait 40% en chirurgie en 2005. Et bien, au moment où on lui a dit « Maintenant, il faut que tu ailles chercher tes recettes,
parce qu'elles ne vont pas tomber toutes seules. Et bien là, bizarrement, ils ont gagné des parts de marché. Sur la période, ils ont gagné 3 points de part de marché. Un point de part de marché, c'est à peu près 50 000 séjours. Donc ils ont gagné 150 000 séjours à cause de la T2A, donc à cause des incitations. D'accord ? C'est ça qu'on montre. Mais on ne trouve pas, par contre, d'effet inflationniste de la T2A. Ça n'a pas augmenté globalement le nombre de séjours. C'est un transfert, si vous voulez, entre le public et entre le privé et le public. Voilà ce qu'on montre. Et la deuxième chose qu'on montre, c'est que Alors j'en suis où là, pardon ? J'en suis ici. Ce qu'on montre maintenant, si on regarde les effets sur les patients et sur les hôpitaux, c'est qu'il y a des gagnants et des perdants. Les perdants, c'est les hôpitaux. Et en particulier les hôpitaux publics. Ce qui est bizarre, c'est que les hôpitaux publics, quelque part, ils ont beaucoup gagné. Leurs recettes d'activité ont été multipliées par 4 sur la période de 2005-2008 que je regarde. Ils ont gagné des parts de marché sur le privé, mais quelque part, ils ont perdu. Ils ont perdu sur quoi ? Ils ont perdu sur le reste. C'est-à-dire quand on regarde leurs coûts et tout ce qui n'est pas recette dans leur objectif, et bien là, ça a beaucoup diminué. Donc, ce qu'on interprète ça en disant, nous, que les hôpitaux ont dû faire un effort important pour s'ajuster à la pression concurrentielle. Par effort, on entend des efforts pécuniaires, donc il y a eu des coûts derrière, mais aussi des efforts non pécuniaires. En gros, ils ont dû travailler plus. C'est ça qu'on dit. Il y a eu une pression managériale, il y a des coûts managériaux, ils ont dû bosser plus. Voilà. Et on chiffre ça, et on dit, cet effort supplémentaire pour s'ajuster à la pression concurrentielle, on le chiffre à 1/4 des recettes de T2A en année pleine. Voilà. Donc c'est extrêmement important. Et donc la question, c'est finalement, après c'est une question politique, c'est est-ce que, et c'est pour ça qu'ils sont couchés par terre, hein, les blouses blanches, elles sont couchées par terre. Ils ont dû faire un effort très important. Et donc la question, c'est, elle est maintenant politique, c'est dans quelle mesure, donc Ségur de la santé, etc., dans quelle mesure on doit compenser ça. Et c'est une question très générale en économie. Quelque part, on a ouvert un marché à la concurrence, un peu comme les taxis, si vous voulez, d'une certaine manière, mais on pourrait penser à plein d'autres secteurs. Quand on ouvre à la concurrence, ça met une pression et ça se traduit par des efforts supplémentaires pour ceux qui sont sous cette pression. Et donc, dans quelle mesure il faut compenser ça ou pas ? C'est une discussion politique. Voilà, je termine juste pour parler un tout petit peu des patients quand même. Les patients, nous, on trouve qu'ils ont gagné. Ils ont gagné parce que l'utilité, comme les hôpitaux maintenant se font concurrence pour les attirer, eh bien, l'utilité que les hôpitaux donnent aux patients, elle est plus grande. Donc, quelque part, les hôpitaux ont perdu, les clients, en quelque sorte, les utilisateurs, les usagers, les patients, eux, ils ont gagné. On le chiffre en termes de gain de distance. C'est un peu comme si les hôpitaux s'étaient rapprochés des patients. Si vous voulez, on le chiffre comme ça dans le papier. Donc voilà, maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment est-ce qu'on doit gérer ça ? Nous, on est favorable. Enfin, on en parlera peut-être dans la discussion. Je dépasse, non, là un petit peu. Bon, je peux dire juste un mot pour vous dire, donc, que pour reprendre ce qu'a dit Ricarda, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'études anglaises. Nous, on insiste plus sur les hôpitaux dans notre étude, mais il y a beaucoup d'études qui se focalisent plus sur des pathologies particulières, des secteurs particuliers, et qui montrent que la concurrence est favorable aux patients, hein, sur données anglaises, et elle l'est en général dans les systèmes à prix fixe. Je vous ai dit que les prix étaient fixés, hein, c'est le régulateur qui fixe les prix de l'accouchement, etc. Dans les systèmes à prix fixe, en général, ce qu'on trouve, c'est un résultat relativement robuste, la concurrence est favorable. Donc maintenant, comment améliorer les choses ? Côté demande, Ricarda a parlé de transparence. Effectivement, moi je milite pour qu'il y ait de la transparence, notamment sur la qualité, à la fois du côté des patients, que les patients puissent voir quelle est la qualité, puissent mieux voir quelle est la qualité des hôpitaux, et aussi entre les hôpitaux eux-mêmes qui puissent se comparer. C'est très important de pouvoir se comparer. Hein. On n'est pas en général très content de faire moins bien que le voisin. Donc la transparence pour améliorer la concurrence. Et puis après, il y a la question de l'offre. Ça, on en parlera, je pense, dans la discussion. Est-ce qu'on laisse les hôpitaux se concentrer ? Ou est-ce qu'au contraire, on essaye de dynamiser la structure de marché pour qu'il y ait vraiment plusieurs hôpitaux qui se fassent concurrence à chaque fois dans un endroit. Donc là, peut-être on pourra en parler après dans la discussion, mais cet aspect régulation de la concurrence me paraît aussi très, très important. Voilà, j'en reste là. Merci beaucoup Philippe, ça fait une bonne transition avec l'intervention de Jocelyn dont je rappelle qu'il travaille
à la DGOS, c'est-à-dire le régulateur. À toi, Jocelyn. Oui, rebonjour. Moi, je vais juste vous parler donc de la réforme de la T2A, en fait, puisqu'aujourd'hui est discuté au Sénat après une adoption à l'Assemblée nationale du PLFSS 2024 qui porte notamment réforme du financement des établissements de santé et notamment dans son secteur médecine, chirurgie et obstétrique. Qui vous parle. Donc je vous mets en perspective la T2A. Je vais peut-être un peu me répéter par rapport à ce qu'ont dit les autres intervenants, mais vous voudrez bien m'en excuser. Donc excusez-moi, il faut que je passe plusieurs choses en même temps. Voilà. La T2A, donc on en a parlé, elle a été introduite à partir de 2004. Elle se fonde sur une nomenclature très détaillée qui est médicale et à la fois médicale et tarifaire. Le principal mode de rémunération des établissements de santé, donc c'est pour le secteur médecine, chirurgie obstétrique, hein, c'est différent pour les soins de suite et de réadaptation et pour la psychiatrie, en tout cas ça a changé très récemment, mais pour le secteur MCO, comme on dit, le mode de financement principal, c'est la tarification à l'activité. Ce n'est plus donc un budget global comme c'était avant 2004 pour les établissements publics, mais ça se base sur l'activité réelle des établissements, avec des tarifs fixés par l'État. Donc ça vise à la transparence du financement des établissements de santé, à l'équité du financement des établissements de santé entre secteur public et entre secteur privé, et ça vise à améliorer l'efficience. Donc, comme vous me l'a dit Philippe à l'instant, donc le secteur MCO, c'est environ 52 milliards d'euros. Ce sont 20 millions de séjours qui sont répartis sur à peu près 5000 tarifs que détaille la nomenclature. Donc, on l'a dit, hop, la T2A a été abondamment traitée, critiquée, analysée. Chaque année, ça revient au Parlement pour dire qu'il faut arrêter la T2A parce que ça marchandise l'hôpital public. Mais est-ce que on l'a dit, hein, c'est pas vraiment une concurrence de telle sorte que le prix s'adapte en fonction de l'offre et la demande. On est plutôt dans un instrument quasi marchand et une concurrence par comparaison entre les établissements de santé, et la tarification à l'activité peut en effet conduire à un renforcement des comportements concurrentiels. Donc le premier effet souhaité de la T2A a été d'inciter les hôpitaux à diminuer leurs coûts de façon à maximiser leurs profits, en tout cas d'être relativement rentables, en tout cas de rentrer, pouvoir payer leurs factures et leurs salaires aussi. Alors ça a créé un effet de comparaison indirect ou fictif, puisque c'est en rapport avec un prix fixé ex ante par l'État que les gestionnaires des établissements vont inciter leurs services à devenir plus efficients. Donc le principal effet de la concurrence est donc à s'observer dans des compétitions pour le moindre coût. C'est ça qui est souvent discuté, on va chercher le moindre coût. Donc Philippe l'a dit aussi, et Rebecca, excusez-moi, Ricarda, pardon. Ricarda aussi, il n'y a pas que des effets négatifs à la T2A, il ne faut pas jeter tout l'eau avec le bébé, ou le contraire, je ne sais plus. Donc ça a apporté de la transparence dans les tarifs, une qualité de l'information, et c'est aussi un outil de pilotage des politiques publiques. Donc il y a pour chaque séjour à l'hôpital, il y a des tarifs, et aussi ça permet d'apporter des incitatifs à la fois positifs et négatifs. Des incitatifs positifs, par exemple, pour développer la chirurgie cœlioscopique. On arrête d'ouvrir le ventre de moins en moins, et on fait plutôt des petits trous, et ça, il a fallu insister les établissements à développer la cœlioscopie grâce aux tarifs. On a mis des tarifs plus élevés pour la chirurgie cœlioscopique, mais aussi ça apporte, c'est un signal prix négatif si on le souhaite. Par exemple, pour la césarienne, on sait que comme la césarienne, ça se programme facilement, il y avait une multiplication de la césarienne, donc on a inversé le rapport tarifaire entre la césarienne et l'accouchement par voie basse naturelle pour favoriser l'accouchement par voie basse naturelle. Donc le tarif, ça donne des signaux, ça permet d'avoir des signaux positifs et est un instrument de la politique publique, et donc c'est très important, ça peut être très important.
qu'est-ce que ça a apporté la T2A, ça a permis de rééquilibrer l'offre entre le secteur public et le secteur privé. On l'a dit tout à l'heure, en faveur du secteur public, l'activité a progressé, les prises en charge ambulatoires ont également progressé, comme chacun d'entre vous, vous n'aimez pas rester très longtemps à l'hôpital, et moins vous y restez, mieux vous vous portez. Donc la chirurgie ambulatoire est en partie un effet du financement à l'activité. Et la conséquence de ça, c'est que les nombres de lits d'hospitalisation ont donc diminué du fait des diminutions des durées de séjour et du développement de la chirurgie ambulatoire. Donc, un petit graphique que Philippe a déjà dit, on voit que les parts du secteur public, à la fois en médecine, en chirurgie obstétrique, s'est maintenu, voire ont progressé entre 2005 et 2021. C'est des données de la Cour des comptes. Sur la chirurgie ambulatoire, là, c'est une série plus récente puisque ça va de 2014 à 2021. C'est encore la Cour des comptes et on voit que la chirurgie ambulatoire, les séjours en ambulatoire, c'est pas que la chirurgie, ont également progressé dans l'activité des établissements de santé. Donc venons-en aux effets induits plutôt non désirés de la tarification à l'activité. Alors c'est vrai que sur un marché où la demande ne suffit pas le prix, les offreurs ont une incitation à accroître leur offre là où l'activité est la plus rentable. Ce qui fait qu'il peut y avoir une déformation de l'offre de soins par rapport à la demande, ce qu'on appelle en économie de la santé ou même en économie générale, une demande induite par l'offre. Et c'est le cas aussi pour les médecins libéraux qui sont concentrés sur la Côte d'Azur ou dans les grandes métropoles et qui vont devoir induire une certaine demande parce qu'ils sont tellement nombreux qu'il faut qu'ils atteignent un certain revenu cible. Donc c'est ce qu'on appelle une demande induite par l'offre et qui n'est pas nécessairement positive et qui peut être inflationniste, même si certains économistes, dont je tairai le nom, n'y croient pas totalement. Bon. Voilà, d'autres effets que ne permet pas, en tout cas, la tarification à l'activité, c'est l'incitation à la coordination des acteurs, favoriser le développement et la prise en charge basée sur des parcours de soins. Et enfin, on l'a dit encore une fois, aujourd'hui, la tarification à l'activité, elle ne finance pas, la tarification à l'activité n'est pas basée sur des indicateurs de qualité. Donc, un fournisseur de soins, il peut être incité à fournir une qualité au niveau minimal, bien sûr impliquée par les normes de fonctionnement et toute déontologie respectée, mais on n'a pas une incitation forte à la qualité des soins, donc au parcours, à la coordination des soins. Alors, juste pour dire que depuis 2004, les autorités de santé n'ont pas rien fait. On fait quand même quelques trucs. Donc, Philippe en a parlé d'abord. Dès le début, même dans le secteur MCO, la tarification à l'activité, ce n'est pas le seul vecteur de financement. Il y a des dotations qui sont importantes et qu'on appelle les missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation. C'est une grosse enveloppe plusieurs dizaines de milliards d'euros, un peu plus de 10 milliards, pardon. Elle finance bien sûr les missions d'enseignement de recherche, elle finance les activités spécifiques de recours, de soins spécialisés, les centres de référence. Donc il y a quand même dès le début des dotations qui finançaient des soins très spécialisés qui ne pouvaient pas être financés par la tarification à l'activité. On en a parlé aussi. À partir de 2016, on a introduit une incitation financière d'amélioration à la qualité, IFAQ, comme on dit dans notre jargon, qui représente quand même 700 millions d'euros aujourd'hui. C'est pas rien, même si effectivement ça représente que 1% de la masse financière de recettes des établissements. Et enfin, les agences régionales de santé ont à leur main un fonds d'intervention régionale qui leur permet de financer des missions, des actions que font les établissements de santé, mais pas que, aussi des coordinations avec la ville qui vont favoriser aussi les parcours de soins, la coordination, etc., etc.
Et récemment, il y a d'autres réformes qui ont été engagées sur les urgences, sur les soins de suite et de réadaptation, sur la psychiatrie. Et ces modes de financement prévoient à la fois pour les établissements de santé un financement à l'activité, mais aussi un financement par dotation qui vise justement à mixer les vecteurs de financement afin de s'adapter le mieux aux activités concernées. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans notre PLFSS 2024, donc, qui est en ce moment discuté au Sénat? Juste pour rappeler, c'est une impulsion présidentielle, une de plus. En janvier dernier, donc, le président Macron a souhaité s'engager vers une réforme ambitieuse du champ de MCO avec une part structurante de la rémunération sur des objectifs de santé publique. Donc le contexte est quand même un petit peu difficile. D'abord parce que les acteurs sont quand même attachés au financement à l'activité. On l'a dit pour certaines raisons, même les acteurs publics pour certains et pour certaines activités. Il y a aussi des réformes qui sont en cours, la psychiatrie, le SSR qui compliquent, qui sont encore en cours et donc qui mobilisent fortement les acteurs. Et on l'a dit, les établissements de santé, notamment dans le secteur public, font face à la sortie de la crise sanitaire, qui est notamment une crise d'attractivité des établissements, et à une inflation qui fait que les établissements sont quand même assez frileux avec des nouvelles réformes chaque année. Donc l'idée dans ce PLFSS, c'est d'enclencher un dispositif de transformation ambitieux mais réaliste. Donc on y va petit à petit, mais avec prudence, mais avec quand même une certaine ambition. Et l'idée principale de cette réforme, c'est d'inverser la logique du tout T2A. On ne supprime pas la T2A, on inverse la logique. Avant, jusqu'à présent, le financement des établissements de santé MCO, le principal vecteur de financement, c'était la tarification à l'activité. Maintenant, on pose le principe qu'il y a plusieurs modes de financement et que la tarification à l'activité n'est plus le mode principal. Donc l'idée, c'est sur différents types d'activités, on va adapter les vecteurs de financement en fonction des activités. On a les soins qui répondent à des prises en charge protocolées, très organisées, reproductibles sur l'ensemble du territoire, comme la chirurgie que vous faites en ambulatoire, la cataracte, les prothèses de hanche programmées, etc., pour lesquelles la tarification à l'activité est relativement pertinente. En revanche, les soins aigus, où il y a une prise en charge spécifique qui mobilise des moyens importants, pas forcément corrélés avec le volume d'activité, on va essayer de mettre en place des modes de financement mixtes afin que les établissements puissent assurer la permanence des soins, notamment dans les réanimations, dans les secteurs de réanimation et de soins critiques, pour que ces établissements fonctionnent, même s'il n'y a pas beaucoup d'activité. Et quand il arrive de l'activité, ils sont prêts. Toujours prêts. Et enfin, il y a des missions de prévention, de coopération, de coordination et d'assurance qualité qui, là, manifestement, ne peuvent pas être financées par l'activité et là où le financement par la dotation apparaît nécessaire. Donc, je le répète, l'idée de cette réforme, c'est plutôt de poser une nouvelle architecture avec le principal point, c'est que la tarification à l'activité perd son caractère central. Et le financement par dotation qui avant était des financements dérogatoires, maintenant ce sont des financements à part entière. J'en ai bientôt fini, vous inquiétez pas. Donc voilà, schématiquement, on a 3 gros pavés dans le financement des établissements MCO, encore une fois, médecine, chirurgie obstétrique. On a d'un côté le financement à l'activité, le financement au séjour, aux séances, à la consultation. On a le financement sur santé publique, donc avec des dotations annuelles forfaitaires qui vont financer la prévention, la qualité, la pertinence, la coordination et les parcours de soins. Et enfin, un compartiment de financement sur dotation qui vont financer les missions spécifiques, les missions d'enseignement et de recherche, j'en ai parlé, les activités de recours et d'expertise, le prise en charge de certaines pathologies chroniques, et où on va intégrer les dotations socles populationnelles pour certains secteurs d'activité qui restent encore à définir et sur lesquels on va travailler. Enfin bref, voilà, donc
Pour conclure, le PLFSS 2024 ne bouleverse pas complètement le cadre actuel, mais pose une nouvelle architecture. On n'est plus tous les 2A, on a maintenant trois compartiments avec le développement de financement mixte, financement à l'activité et financement à la notation. Et aussi, un des apports principaux de cette réforme, c'est des financements dédiés sur des objectifs de santé publique qui constituent un signal important pour les établissements de santé et les agences régionales. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation et je crois que je passe la parole, à Denis. Je vais passer la parole à Aurélien avec une petite transition qui est de dire que Aurélien Sourdi travaille à la FHF, la Fédération des hôpitaux de France, donc la fédération des hôpitaux publics. Et peut-être en guise d'introduction, juste rappeler qu'il y a 10 ans, Gérard Vincent, iconique délégué général de la FHF, disait que la T2A avait sauvé l'hôpital public. Donc je ne sais pas ce qu'en pense maintenant la FHF aujourd'hui. Je vais essayer d'y répondre. Donc, bonjour à tous. Donc, juste en 2 mots, effectivement, la Fédération hospitalière de France, c'est la fédération qui représente et qui fédère l'ensemble des hôpitaux publics et des établissements médico-sociaux. Et à ce titre-là, nous portons la parole des établissements publics auprès des pouvoirs publics, notamment du ministère de la Santé. Mais nous avons aussi un rôle de prospective et nous faisons un certain nombre de propositions d'amélioration en santé de façon générale, dans le sens de l'intérêt général. Alors, peut-être juste pour répondre à la problématique de la table ronde, sur la notion de régulation et de marché concurrentiel. Vous l'avez tous très bien dit, le marché de la santé est un marché très particulier, je ne pense pas qu'il soit comparable à un marché économique. Je ne pense pas qu'il y ait forcément de comparaison, puisqu'on a à la fois un mélange d'offreurs privés et publics. On a des tarifs réglementés qui sont fixés par le régulateur, avec une obligation de devoir les appliquer. Néanmoins, pour les établissements publics, une obligation de s'en tenir strictement aux tarifs, alors qu'on sait que dans le privé, on a la possibilité de faire des dépassements d'honoraires, ce qui est la raison pour laquelle on sait que les tarifs dans les cliniques sont beaucoup plus importants. Et donc, en tout cas, il y a une marge de manœuvre possible dans le privé qui n'existe pas dans le public. D'autre part, on a un certain nombre d'obligations de service public. On a des missions de service public très spécifiques qui sont données à certains établissements. Les établissements publics ont aussi une obligation d'universalité, d'accueillir tout type de patients sans discrimination. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose de très particulier dans un marché, en quelque sorte. On a aussi des marges de manœuvre faibles en ce qui concerne nos dépenses, puisque notre principal poste de dépense, c'est la masse salariale, et que nous sommes soumis à des grilles indiciaires, des grilles de la fonction publique, sur lesquelles nous avons très peu de marge de manœuvre à nouveau. Et puis, il y a un système d'autorisation qui fait qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, ouvrir un établissement, créer 4 blocs et ouvrir des unités. Il faut qu'il y ait une autorisation qui soit donnée par l'ARS, donc il y a tout un système de régulation qui est mis en place. Donc même si cette concurrence, elle existe, on parle d'ailleurs régulièrement plutôt de coopétition, pour faire à la fois de la coopération et de la compétition, parce que je pense qu'il ne faut pas... c'est très varié dans le champ sanitaire. On a des disciplines et des territoires sur lesquels c'est très compétitif entre établissements, mais on a aussi énormément de coopération, que ce soit entre établissements publics, mais aussi avec des cliniques, parfois dans des territoires où il y a des mises à disposition de professionnels, des achats en commun. Donc c'est plus complexe que ça. Et puis, en ce qui concerne les établissements publics, on est aussi très limité en termes de financement, puisque notre seul financeur, c'est l'État, et éventuellement on peut lever de l'emprunt auprès des banques, contrairement aux cliniques qui, par exemple, peuvent faire appel à des investisseurs étrangers. Alors, sur le sujet de la T2A, est-ce que la T2A a sauvé l'hôpital public ? Je ne sais pas si elle l'a sauvé. En tout cas, elle a été vecteur, effectivement, de développement du secteur public. Et un certain nombre de chiffres ont déjà été rappelés sur l'augmentation des parts de marché qui ont été alimentées, puisqu'on a changé de logique aussi pour les établissements publics. L'intérêt de la T2A, c'est surtout d'avoir un mode de financement qui soit commun à tous les acteurs. On a une équité du mode de financement, donc c'est-à-dire qu'on a les mêmes incitatifs et les mêmes règles dans un système concurrentiel, même si on sait que les tarifs ne sont pas forcément les mêmes. Et donc on a un même intérêt à agir qui est le développement de l'activité, l'amélioration de la performance. Alors c'est peut-être un gros mot, mais en gros ça veut dire quand même, on va dire, la réduction des durées de séjour qui peut aussi aller dans le sens de l'intérêt des patients. En tout cas, c'est améliorer le rapport entre les coûts et les ressources des établissements. Et donc il y a vraiment eu effectivement une dynamique positive pour le secteur public. Je ne reviens pas sur les chiffres. Et puis, contrairement à ce qu'on peut penser, le financement par dotation, on peut penser que c'est quelque chose qui permet effectivement d'être
on va dire, protecteur, qui lisse les effets revenus, mais qui peut aussi avoir des effets négatifs. Non pas la dotation en tant que telle, mais la façon dont on la gère. Et vous avez parlé, M. Courteau a parlé tout à l'heure du financement de la psychiatrie et des soins de suite et réadaptation. Il y a des réformes qui sont actuellement en train de rentrer en vigueur sur ces deux champs-là, puisqu'auparavant, des réformes qui créent un modèle commun à tous les acteurs. Auparavant, on avait des modèles différents entre, je schématise, les établissements publics et les établissements privés. Les établissements publics étaient financés sous dotation, c'est-à-dire pas à l'activité, donc sous dotation. Chaque année, ils avaient une dotation qui était reconduite avec un taux d'évolution. Les acteurs privés étaient financés à la journée. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a une dotation, donc finalement, le régulateur peut très bien gérer cet outil-là en disant, on va dire, en limitant l'évolution de la dotation. Par contre, le prix de journée et le volume d'activité, ça, c'est une enveloppe ouverte. Il n'a pas la capacité de la réguler. Ce qui s'est passé, la Cour des comptes a écrit plusieurs rapports à ce sujet. Ce qui s'est passé, par exemple, en 10 ans, c'est que globalement, les ressources du public ont augmenté 4 fois moins vite que les ressources du privé. Pas forcément les mêmes masses au départ, mais en tout cas, la dynamique d'évolution fait qu'en fait, on a extrêmement régulé la partie dotation parce qu'on n'avait pas la moyen de gérer, de réguler la partie activité. Et tout ça, il fallait faire rentrer ça dans l'ONDAM. En ce qui concerne la T2A, il faut juste dire une chose, c'est que la T2A, c'est un outil qui ne porte pas en soi de mauvaises intentions. C'est un outil de ventilation, c'est un outil pour véhiculer des financements. Ce n'est pas un outil qui porte une intention politique. L'intention politique, c'est les choix qui sont faits sur la façon dont on gère cet outil. Et on ne l'a pas encore évoqué jusqu'à présent, mais notamment les régulations qui sont faites au niveau de la gestion. Donc, j'ai parlé de l'ONDAM, je pense que vous connaissez ce que c'est que l'ONDAM. Les choix qui sont faits préalablement à la délégation des financements. Je pense notamment au gel tarifaire, c'est-à-dire que quand on détermine les tarifs, dès le début de l'année, le ministère de la Santé ponctionne une partie en posant un gel, et que si à la fin de l'année, on a respecté l'enveloppe, il dégèle, mais il peut préserver ce gel pour gérer, pour s'assurer qu'on ne dépasse pas l'enveloppe. Et puis le mécanisme de régulation prix-volume, qui est en quelque sorte le fait que, comme on a une évolution tendancielle du volume très importante, on va réguler à la baisse les prix pour contenir cette évolution et rester toujours dans l'ONDAM qui est fixé par le législateur. Et donc en fait, plus que si je peux amender simplement le propos sur la pression qui est mise, c'est aussi que la pression qui est mise, effectivement, on incite à l'évolution, les établissements sont incités à l'évolution, mais aussi que les règles du jeu sont pas forcément favorables et que d'une année sur l'autre, les règles du jeu peuvent changer en défaveur une prise en charge, par exemple, d'une prothèse de hanche, elle est potentiellement moins bien financée l'année prochaine parce que le volume a augmenté. Et donc, pour rester dans l'enveloppe globale, on a fait de la régulation prix-volume. L'autre élément sur la T2A, c'est que la construction tarifaire est extrêmement complexe. Vous avez parlé du rapport de la Cour des comptes qui vient de sortir sur la T2A, qui le met très bien en exergue. Ça passe par toute une batterie d'études de coûts, etc. Et finalement, c'est assez peu lisible. Et finalement, les options qui sont retenues en campagne chaque année ne sont pas forcément très, très claires. Et puis le dernier élément, c'est l'absence de mise à jour. On a défini une échelle tarifaire au moment du lancement de la T2A qui a très peu évolué depuis son lancement. Ce qui fait qu'on a généré incidemment des poches de rentabilité. Encore une fois, je cite la Cour des comptes, mais la Cour des comptes, dans son rapport 2022, l'a mis en exergue aussi, par exemple, sur l'imagerie ou la biologie, où on a, du fait de l'évolution des techniques médicales, du fait de l'intensification des prises en charge, de la réduction du temps de prise en charge, le développement de l'ambulatoire, par exemple, on a mieux standardisé, mais du coup, on n'a pas forcément adapté le tarif au coût réel, ce qui fait qu'on a des poches de rentabilité sur certains actes et on a des disciplines qui aujourd'hui sont intrinsèquement sous-financées, on le sait, et pour autant ça n'évolue pas forcément dans ce sens. Et puis la T2A ne peut pas être le seul outil. Il y a des missions, notamment les missions de service public, les missions de recherche, d'enseignement, toutes les missions d'intérêt général qui ne peuvent pas être financées à l'activité et donc il faut préserver une part de financement à la dotation. La T2A peut aussi avoir des répercussions comme l'allocation non pertinente de ressources. Elle a aussi un impact sur l'investissement. Pas la T2A en tant que telle, mais surtout les choix économiques qui sont faits, en tout cas l'évolution globale de l'ONDAM, où on voit qu'en termes de taux d'investissement, le taux d'investissement des hôpitaux publics n'a fait que décroître depuis la mise en place de la T2A, parce que du fait de choix qui doivent être réalisés chaque année pour préserver l'équilibre, on va dire, en exploitation, finalement c'est vraiment l'investissement qui a servi de marge d'ajustement, de variable d'ajustement, pour contenir, en tout cas pour préserver les budgets. Et je pense notamment au rapport de l'IGAS-IGF qui montrait qu'on avait atteint un point abyssal en 2019 avec un taux d'investissement extrêmement faible. Et puis, dernier élément, effectivement, la T2A ne permet pas de financer justement la qualité ou encore la coordination entre les acteurs. Pour parler un petit peu de la réforme du financement que M. Courtois a évoqué,
Donc nous, FHF, comme je le disais, on porte un certain nombre de propositions et notamment sur l'évolution du modèle de financement, on a fait un certain nombre de propositions. On avait soutenu notamment le rapport la Task Force Finance, qui était un rapport qui avait été réalisé en 2018, de mémoire 2018-2019, qui disait déjà qu'il fallait réduire le poids de la T2A et augmenter le type, créer des financements qui soient des financements combinés entre l'ensemble des acteurs, entre les acteurs de ville et les acteurs hospitaliers, pour vraiment créer des incitations financières, notamment à la coopération. Malheureusement, un certain nombre de ces mesures n'ont jamais été vraiment mises en œuvre, et je pense notamment au forfait pathologie chronique, où il y avait de grandes ambitions pour avoir un forfait sur la prise en charge du diabète, qui n'a jamais été mis en œuvre du fait d'une incapacité de la médecine de ville à pouvoir s'adapter à ces nouvelles règles de financement. Donc quand le président de la République a annoncé une grande réforme de financement pour l'ensemble des acteurs, nous avons perçu ça de façon très positive parce qu'on voyait vraiment la possibilité, en tout cas, de repenser la façon dont sont financés les acteurs. Puisque établissements de santé, nous avons, comme je l'ai dit, une forte part de dotations, notamment les établissements publics. On a beaucoup de dotations, ce qu'on appelle les MIGAC, qui correspondent à une part substantielle de nos financements. Et finalement, le poids de la T2A, il est plutôt autour de 60%. Donc, quand on dit le tout T2A, on est plutôt autour de 60% dans les hôpitaux, ce qui n'est pas le cas dans les cliniques, qui est plutôt autour de 95%. Et en ce qui concerne la médecine de ville, il est uniquement financé à l'acte. Donc, on a finalement des modes de financement qui sont très différents. Donc, nous, on voyait très bien l'intérêt de dire qu'il faut créer des incitatifs financiers qui soient communs à tous. Avant ça, il faut préalablement repenser le processus de détermination des ressources, et notamment le cadre législatif qui détermine les financements des établissements. Aujourd'hui, tout le monde le sait, c'est écrit partout, le système de l'ONDAM et de la LFSS et de la fixation de l'ONDAM conduit à des logiques très court-termistes. Et donc, il faut pouvoir apporter de la pluriannualité. Donc, nous, on porte la proposition d'avoir une loi de programmation pluriannuelle en santé qui pourrait être de 5 ou 10 ans. On le fait, par exemple, pour les dépenses militaires. Il y a une loi de programmation en dépenses militaires. On porte la proposition qu'on ait la même chose pour la santé. À peu près tout le monde est d'accord, tous les parlementaires sont d'accord. Maintenant, il y a juste une question de moyens et de capacité à vraiment le faire, parce que ça veut dire aussi s'engager sur le temps long. Et on sait que les ressources financières actuellement sont un peu limitées, ce qui rend un peu difficile de se lancer là-dedans. Néanmoins, la pluriannualité, elle est indispensable parce que la santé ne peut se concevoir que sur le temps long, du fait de l'évolution des pratiques médicales, du fait de l'investissement, c'est pas d'une année sur l'autre, c'est évidemment dans le temps long. La prévention, pareil, ce sont des dépenses qui doivent s'inscrire sur la durée si on veut vraiment voir des effets. On porte aussi la proposition de davantage médicaliser l'ONDAM. Aujourd'hui, l'ONDAM, c'est vraiment un outil très, très arithmétique qui ne se base pas du tout sur des orientations d'évolution des pathologies, du vieillissement de la population, d'évolution des techniques médicales qui permettraient d'orienter, en tout cas d'informer sur les dépenses à venir ou les réductions de dépenses à venir. Il faut aussi qu'on partage davantage les règles de régulation. J'ai parlé du gel et puis de la régulation prix-volume. Les règles de régulation aujourd'hui ne pèsent que sur les établissements de santé. Dans l'ONDAM, vous avez plusieurs sous-objectifs. Le sous-objectif établissement de santé et sous-objectif médecine de ville. Aujourd'hui, il n'y a aucun système de régulation des dépenses de ville. Ce qui fait que ce qu'on a constaté avant la crise sanitaire pendant des années, la ville dépassait son objectif, les établissements ne dépassaient pas leurs objectifs. Et donc on compensait le sous-objectif établissement de santé, enfin compenser le dépassement de la ville par le non-dépassement des établissements de santé, ce qui fait que année après année, en fait, on a alimenté de plus en plus ce sous-objectif médecine de ville, contrairement à ce que le législateur avait défini. Je ne sais pas si je suis très clair, mais en tout cas, il faut qu'on ait les mêmes règles de régulation. Et le Haut Conseil à l'assurance maladie a proposé notamment d'avoir une enveloppe pluriannuelle pour éviter justement de dépasser, parce qu'on comprend qu'on ne veuille pas forcément, qu'on doive tenir un budget, d'avoir une provision qui soit commune à l'ensemble des acteurs de santé. Il faut aussi améliorer la transparence. Plusieurs choses ont été écrites à ce sujet, c'est qu'aujourd'hui, les financeurs, notamment l'assurance maladie, ne peut pas déterminer précisément la traçabilité de tous les financements. Je pense notamment aux acteurs privés qui, du fait de leur structure, où les cliniques privées appartiennent à des SCI, qui sont propriétaires des murs, qui elles-mêmes reversent à des groupes nationaux. En fait, on perd la traçabilité de l'argent public. C'est de l'argent public qui est donné et il y a un manque d'informations disponibles pour le régulateur. Et puis, dernier élément, la sanctuarisation de l'investissement et de l'innovation, ce sont des choses indispensables pour l'avenir de la santé. Et donc, il faut pouvoir les sortir de ce cadre de régulation. J'en ai plus que pour 2 minutes. C'est pour ça que nous avons toujours porté la proposition d'avoir un nouveau modèle de financement qui soit commun à l'ensemble des acteurs. Donc, nous avons été très déçus de voir que la mission IGAS-IGF, qui avait été missionnée pour
construire cette architecture se concentre uniquement sur les établissements de santé et ne concerne pas les acteurs de ville. Alors que pour nous, pour décloisonner, il faut avoir les mêmes incitatifs financiers pour l'ensemble des acteurs. Nous avons porté notamment les propositions d'avoir davantage d'objectifs de santé publique. Donc, en tout cas, dans l'architecture, c'est prévu, notamment en généralisant ce qu'on a, nous, développé, ce qu'on appelle la responsabilité populationnelle, IPEP, vous en avez parlé, qui est en fait une logique où on met tous les acteurs autour de la table, tous les acteurs d'un territoire, ville, hôpital, et ils ont des objectifs de construire des parcours de prise en charge, et ils sont mesurés par des indicateurs d'amélioration effective, non pas de la qualité, mais de l'amélioration de la santé des patients. C'est-à-dire que quand les indicateurs, c'est est-ce que les personnes à risque potentiellement ont été hospitalisées ou pas, est-ce que l'espérance de vie a augmenté ou pas. Voilà, ça sont des vrais indicateurs d'amélioration concrète de l'état de santé. Et donc on a fait un certain nombre de propositions pour généraliser ce dispositif qui est déjà à l'œuvre au Canada, au Danemark, dans plein d'autres pays. Et donc on propose de passer la seconde sur ce projet pour vraiment généraliser ça et créer de la transversalité entre l'ensemble des acteurs. Sur les indicateurs de qualité, aujourd'hui, ils n'existent que dans les établissements de santé. Il faut qu'on ait des indicateurs de qualité qui soient communs à tout le monde, puisque l'amélioration de la qualité, notamment quand on parle de parcours de soins d'un patient, ne peuvent pas dépendre que d'un seul acteur. Et deux derniers éléments qui nous semblent importants, le sujet de la prévention, j'en ai parlé, qui doivent s'inscrire dans le temps long. Nous, on a proposé donc d'avoir plus de financement dédié à la prévention et aussi, par exemple, d'avoir des nomenclatures prévention, c'est-à-dire que j'ai fait une consultation en médecine, je suis médecin libéral, j'ai fait une consultation de prévention sur le tabac ou sur l'alcool. Je code un acte qui dit et qui valorise ce temps de prévention qui aujourd'hui n'est pas du tout valorisé. Aujourd'hui, on valorise uniquement l'acte technique, mais pas du tout l'acte intellectuel et notamment la prévention. Et puis, dernier élément, le sujet de la pertinence, qui pour nous aujourd'hui est le seul moyen véritablement de pouvoir générer des économies. On a un souci de pertinence et la tarification à l'activité justement n'aide pas à ça. C'est qu'un acte peut être très bien fait selon les bons protocoles, mais on ne mesure pas aujourd'hui suffisamment. En tout cas, on ne crée pas des outils qui permettent de réguler ça, de savoir si cet outil il a été fait de façon pertinente. Et donc, on propose qu'il y ait des atlas qui soient faits sur des catégories d'actes très spécifiques, qu'on puisse faire des comparaisons et qu'on donne aussi des outils de mise sur surveillance d'établissements ou de praticiens, et éventuellement de donner des outils véritablement, d'avoir des sanctions financières pour améliorer la pratique. En tout cas, ça nous semble être le principal vecteur qui pourrait justement générer, on va dire, des économies qui pourraient permettre de financer notamment le sujet de la prévention. Voilà. Merci beaucoup Aurélien. Alors moi j'ai quelques questions à poser aux différents orateurs, mais j'en profite aussi pour dire que la salle peut poser des questions. Donc normalement vous avez un numéro de téléphone sur lequel vous pouvez envoyer des SMS. Et les SMS doivent arriver directement sur ma tablette. Donc je ne promets pas de prendre toutes les questions, mais j'essaierai de faire de mon mieux. Donc n'hésitez pas. Je ne sais pas si le numéro est affiché. Donc s'il y a des questions de la salle ou même puisque on est retransmis aussi, c'est le début de la célébrité en direct sur YouTube. Donc les personnes à distance aussi peuvent poser des questions si elles le souhaitent, sachant que c'est quand même trié par moi-même qui aurait cette lourde responsabilité. Donc avant que les questions de la salle arrivent, peut-être quelques questions. Alors peut-être d'abord une clarification. Le numéro oui, laissez le numéro s'il vous plaît, merci. Donc peut-être une clarification puisque le terme d'ONDAM a été beaucoup prononcé. Donc l'ONDAM, Objectif national de dépenses d'assurance maladie, c'est le budget de la santé qui est voté au Parlement chaque année dans le PLFSS. Donc je pense que c'était important de le rappeler parce que c'est vrai que ça a un rôle structurant. Et peut-être c'est l'occasion de faire aussi un petit rappel historique. Cet ONDAM qui a été créé en 1996 à l'occasion du plan Juppé. Entre 1996 et 2009, le O de ONDAM, qui signifie objectif, était conforme à la définition du Petit Larousse, c'est-à-dire c'était un objectif, c'est-à-dire que un objectif qu'on essayait d'atteindre, et en général il était dépassé. Depuis 2009, pourtant le Larousse n'a pas changé de définition, mais ça n'est plus du tout la même chose. Ça n'est plus un objectif, c'est un plafond de dépenses qui n'est plus
jamais dépassé, sauf quand on a le Covid évidemment, mais voilà. Mais, donc il y a eu quand même une évolution très très importante, et je pense qu'on a beaucoup parlé de mode de tarification, c'est-à-dire comment répartir au mieux une enveloppe, mais du coup la taille de l'enveloppe, c'est sans doute encore plus important, et 2009, c'était au moment de la crise financière, crise des finances publiques et nécessité de mieux gérer l'argent public, donc sur le principe, on ne peut pas critiquer qu'on ait une gestion plus rigoureuse qu'avant, mais pour autant, ça a vraiment des conséquences sur l'ensemble des politiques publiques, et y compris en santé, avec cet ONDAM qui n'est plus un objectif, mais qui est une enveloppe qui est fermée. Alors, Aurélien a indiqué que dans cette enveloppe fermée, au Parlement, il y a quand même des sous-enveloppes, notamment une sous-enveloppe ville, une sous-enveloppe hôpital. Donc effectivement, si je redis autrement ce qu'a dit Aurélien, c'est qu'il peut y avoir des transferts d'enveloppes. C'est-à-dire que si la ville augmente un peu trop, eh bien, on va pas, c'est ce qu'on appelle gel des tarifs finalement, on va in fine, quels que soient les mécanismes, ça va avoir pour conséquence de baisser un petit peu les tarifs de l'hôpital public. Et comment dire, il n'y a pas de mécanisme vraiment efficace qui existe pour plafonner les dépenses de ville. Parce que les dépenses de ville, c'est quelque part, voilà, s'il y a de l'activité, c'est pas possible de le plafonner. Alors que les tarifs, les dépenses hospitalières, à travers les dotations, à travers la fixation annuelle des tarifs, c'est possible d'ajuster de telle manière que l'objectif total, ONDAM ville plus ONDAM hôpital, soit respecté. Donc voilà, je pense que c'était une précision. Alors avant de prendre les questions de la salle, peut-être j'ai une remarque pour l'ensemble des orateurs. Voilà, on verra si certains veulent essayer de répondre. En fait, l'hôpital, c'est une industrie de main-d'œuvre. 70% des budgets hospitaliers, c'est de la masse salariale. Et du coup, je vous adresse comme ça une question. On parle de tarification, de concurrence, mais pour une industrie de main-d'œuvre, est-ce que ce n'est pas un sujet que les hôpitaux aient très peu de marge de manœuvre, tu l'as dit, très peu de marge de manœuvre sur les recrutements, zéro marge de manœuvre sur les salaires. Est-ce que finalement les problèmes d'attractivité qu'il y a à l'hôpital, c'est pas lié aussi au fait que par rapport à leur mission qui est immense, les hôpitaux ont très peu d'outils finalement de gestion pour remplir leur mission, et le fait que des médecins préfèrent exercer dans des cliniques privées où ils peuvent pratiquer des dépassements d'honoraires plutôt qu'à l'hôpital public où ils ont des conditions de travail peut-être moins bonnes et des rémunérations plus basses. On peut dire la même chose à un degré moindre pour les infirmières. Est-ce que c'est pas un sujet aussi, le fait qu'il n'y ait pas les hôpitaux aient peu de possibilités de gérer cet aspect stratégique, 70% de la masse salariale? Oui, je ne peux que répondre oui. Il y a un célèbre article sur données anglaises encore qui concerne les infirmiers, enfin, que tu dois connaître, Ricarda, qui s'appelle Can Pay Regulation Kill? Donc, excusez-moi pour ces 4 mots d'anglais. Est-ce que la régulation des salaires peut tuer? Ils répondent oui. Parce qu'en Angleterre, c'est un peu comme en France, dans le NHS, ils ont une grille de salaire comme dans la fonction publique, en l'occurrence pour les infirmiers ici, les infirmières. Et ce qui démontre dans le papier, c'est qu'il y a des tensions énormes sur le marché du travail des infirmiers, notamment à Londres, où la vie est extrêmement chère. Et donc, en comparant les différents marchés du travail locaux, si vous voulez, et aussi les options extérieures pour des personnes comme les infirmières qui peuvent faire éventuellement d'autres activités à d'autres endroits, y compris dans le privé, et bien effectivement, cette étude montre que le fait pour le NHS de ne pas avoir de flexibilité sur les salaires, eh bien, ça se traduit littéralement par des morts, c'est-à-dire par une baisse de la qualité à certains endroits.
Et ils chiffrent ça même en vie humaine. Donc la concurrence, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de concurrence. La concurrence, elle a lieu, comme on l'a dit, sur le marché des patients, mais elle a lieu aussi sur le marché du travail, tous les marchés amont. Il faut aller chercher les personnels. Et effectivement, si on n'a pas... on connaît ça aussi dans le monde académique, on doit attirer des chercheurs, c'est compliqué. J'en profite que j'ai le micro juste pour dire un truc, mais très très rapide. Je suis d'accord avec beaucoup de choses qu'a dit Aurélien. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui m'embête un tout petit peu, c'est quand on dit, alors vous comprenez le secteur de la santé, c'est très très différent, vous comprenez. Alors moi j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à l'autorité de la concurrence. Et j'ai vu tous les marchés de la... Enfin, peut-être pas tous, mais je ne sais pas combien de marchés, le cinéma, l'agriculture, l'agroalimentaire, etc. Et dans tous les marchés, tous, je peux vous dire, j'ai eu la même, à chaque fois l'avocat, ah mais monsieur Chaunet, attendez, faut vraiment pas raisonner sur ce marché-là. Le marché, ça peut être n'importe quoi, les poulets congelés. Les poulets congelés, c'est très très particulier. Vous allez voir, il y a ceci, cela, c'est incomparable avec le reste. N'appliquez surtout pas vos histoires de concurrence au marché des poulets congelés. Ça a un tout petit côté quand même très légèrement agaçant, avec tout le respect que je peux avoir pour l'interlocuteur. Il y a des règles, et par exemple le marché de la santé, il existe quand même malgré tout. Il est régulé par les autorités de la concurrence. L'autorité de la concurrence régule par exemple les fusions entre cliniques privées, y compris en France. La Commission européenne le fait sur l'ensemble de l'Europe. Et vous avez même des autorités de la concurrence. Alors pas en France, c'est pas encore arrivé, mais le Bundeskartellamt, que tu connais bien certainement, en Allemagne, la Competition Commission en Angleterre, qui ont interdit, tenez-vous bien, des fusions entre hôpitaux publics. Entre hôpitaux publics. Alors le jour où l'autorité de la concurrence française le fera, pas encore arrivé, puisque en France, on est plutôt dans l'idée de regrouper les hôpitaux publics entre eux, de faire des groupements homogènes des groupements hospitaliers de territoire pour plutôt qui deviennent plus forts par rapport aux cliniques privées. Mais ce que je veux dire, c'est que le fonctionnement des marchés, les forces qui gouvernent un marché, et le marché de la santé, vous avez effectivement des opérateurs publics, mais vous avez aussi des opérateurs privés, mais ça existe sur plein de marchés. On est ici dans un amphi d'universités. Vous avez des universités qui sont des opérateurs publics, dont les prix sont régulés. Le prix d'un master 2, il est fixé par le ministre de l'Éducation. Et en face, vous avez des concurrents privés, des écoles d'ingénieurs, etc., qui fixent leurs prix ou qui ne les fixent pas, etc. Vous prenez le secteur postal, vous avez la Poste, qui est une entreprise publique, ou qui l'a été, je ne sais plus exactement où on en est. Vous prenez EDF, il y a plein de secteurs où vous avez des opérateurs publics qui ont des contraintes de services universels, des contraintes, des obligations parfois asymétriques, plus que les opérateurs privés, et qui sont en concurrence avec des opérateurs privés. Donc c'est quelque chose de fréquent. Et on donne des prix particuliers, ces obligations de service universel sont financées, effectivement, mais il y a des règles du droit européen qui s'appliquent toutes, des règles de concurrence, des règles des aides d'État, qui s'appliquent tout à fait au marché de la santé. Et d'ailleurs, il y a même eu à tel point que les cliniques privées ont attaqué à un moment donné le gouvernement français en disant, au motif des aides d'État, du droit des aides d'État, en disant il y a des problématiques de concurrence parce que les tarifs sont plus hauts dans le public, on surcompense, si vous voulez, les obligations de service universel, donc il y a une distorsion de concurrence. Bon, ça n'a pas prospéré, cette histoire. Ça n'a pas prospéré, mais c'est pour vous dire que toute les logiques concurrentielles et le fait que vous avez une asymétrie entre des opérateurs publics qui sont soumis à des obligations de service universel et des opérateurs privés qui ne le sont pas, c'est classique, c'est traité par le droit des aides d'État européen, et il n'y a pas lieu d'expliquer que c'est un marché tout à fait extraordinaire où vraiment aucune règle ne devrait s'appliquer. Je caricature un peu peut-être votre propos, un peu à dessein pour mettre un peu de punch dans cette table ronde. Et sinon, pour le reste, il y a énormément de choses, je lâche la parole, mais il y a énormément de choses qu'a dit Monsieur Sourdille, avec lesquelles j'adhère, sur la pluriannualité, sur plein de choses où je suis vraiment très très d'accord. Mais c'était une remarque générale, sur la concurrence. Merci Philippe. Oui, non, pour répondre à la question, je pense que on sait qu'effectivement ces contraintes, elles existent. Mon propos n'était pas de dire
de remettre en cause justement la question de des grilles indiciaires, mais c'était plutôt de dire que ce sont des données d'entrée de jeu. Et au sein du secteur de la santé, il y a des établissements qui y sont soumis, les établissements publics, et d'autres qui ne le sont pas. Donc il faut prendre en considération ces éléments-là. Et comme on a pu le voir avec le développement de la T2A, finalement, enfin, le développement de l'activité du secteur public n'a pas été contrainte par l'existence de ça. Donc, bon, je ne suis pas DRH, donc je ne voudrais pas plus. Je pense qu'il y a plein de marges de manœuvre qui sont possibles en termes de pilotage de la masse salariale pour permettre d'avoir et puis d'attractivité de recrutement qui sont possibles. Simplement, moi, voilà, mon propos, c'était vraiment sur la question au-delà de ce que marché concurrentiel, pas concurrentiel, j'en sais rien. En fait, moi, je ne suis pas économiste, donc de toute façon, je laisse aux spécialistes des marchés du poulet de pouvoir se prononcer là-dessus. Mais sur la question, c'était surtout sur est-ce que les règles du jeu sont clairement établies au préalable pour les établissements, et surtout la question de la visibilité, de la pluriannualité et de la visibilité à long terme qui permet justement de se positionner dans un environnement incertain. Et aux établissements du coup de pouvoir faire des choix en connaissance de ce qui les attend les années suivantes. C'est-à-dire que, je donne un exemple concret, mais chaque année, les établissements font un budget qu'ils doivent présenter à leur ARS pour le 31 décembre. Donc, ils font des estimations d'évolution de l'activité, des recettes, des dépenses, etc. Mais ils ne connaissent l'application des tarifs qu'au 1er mars de l'année suivante. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas le taux d'évolution. Ils ont éventuellement, ils savent ce qu'il y a dans le PLFSS qui a été voté, donc ils savent un petit peu s'il y aura un peu plus d'argent ou pas, mais ils ne savent pas comment on va être, parce que l'ONDAM c'est une masse globale, mais après la façon dont on répartit les financements dans les tarifs, les dotations, etc. Tout ça, ça donne lieu à des semaines de discussion au sein du ministère de la Santé et puis la Fédération sont associés. Mais finalement, du coup, il y a vraiment une difficulté à pouvoir anticiper ça. Sur la pluriannualité, j'ai parlé de la programmation, on avait signé, les fédérations avaient signé avec le ministre de la Santé, enfin, le ministère de la Santé, un protocole de pluriannualité où là on s'engageait justement sur un taux d'évolution minimal des tarifs sur 3 ans. Donc c'était une première pierre. Donc ça permettait justement de savoir qu'en 2019 jusqu'en 2022, ça évoluerait au moins de tant de pourcents. Donc ça permet quand même d'avoir, bon après il y a eu la crise sanitaire qui n'avait pas été anticipée, mais au moins ça donnait cette visibilité. Et à ma connaissance, ce protocole malheureusement n'a pas été encore reconduit. Merci. Donc je choisis de manière très arbitraire quelques questions de la salle. Et j'en ai une notamment qui servira aussi de clarification. Alors peut-être que c'est Jocelyn qui peut-être pourra répondre, je te fais la passe. Il y a une question sur, ça a été dit, mais peut-être que c'était pas assez clair. La question, c'est est-ce que les cliniques privées sont financées de la même manière? Donc tu vas expliquer que non. Mais du coup, je complète la question. Est-ce que avec la réforme, il n'y a pas, un risque finalement que les conditions de la concurrence entre le public et le privé soient un peu modifiées de par l'augmentation des dotations? Alors, sur le secteur MCO, en fait, ce qu'on va augmenter, si on augmente la part dotation dans le financement des établissements de santé, ça concernera tous les établissements de santé. L'idée, c'est pas de dire, prenons par exemple l'exemple de la réanimation et des soins critiques. L'idée, c'est aujourd'hui, la réanimation et les soins critiques sont financés à la fois sur les tarifs des séjours et par des suppléments spécifiques sur la réanimation. L'idée, c'est de dire, maintenant, pour que ces services soient viables, en tout cas viables toute l'année, qui répondent à leurs contraintes de service public, c'est qu'on crée une dotation socle qui les finance, quel que soit, indépendamment de l'activité. Et tous les établissements qui assurent cette activité, qu'ils soient secteur public ou secteur privé, seront financés de la même manière. Aujourd'hui, dans le secteur MCO, les établissements publics et privés sont financés sur des tarifs pas identiques, mais sur les mêmes règles du jeu, sur la même nomenclature, avec des tarifs pas identiques, mais en tout cas les règles du jeu sont connues et par tous les acteurs. Mis à part ce qu'a dit Aurélien Sourdi sur le fait qu'ils savent leurs tarifs
un peu en retard et que des fois ils sont modifiés à la fin de l'année. Donc, voilà, donc ça ne va pas modifier, je pense, les rapports concurrentiels qui rentrent les établissements publics et les établissements privés, puisque l'idée c'est que cette réforme du financement s'applique à la fois au secteur public et au secteur privé. Ok, merci. Alors, peut-être, voilà, il y a eu quelques questions comme ça, mais je crois que Philippe y a déjà répondu, mais c'est pour... enfin, je la livre telle quelle, un certain nombre de questions sur la difficulté d'accepter cette notion de concurrence dans le secteur de la santé. Voilà, et donc je pense qu'on a aussi, c'était tout l'intérêt d'avoir Philippe, on a besoin d'avoir des spécialistes de la concurrence, et pas que du secteur du poulet, hein, le reste de l'économie également. Je pense, enfin je ne sais pas si tu veux compléter, mais malheureusement, enfin je pense que c'est assez très clair de dire qu'on est quand même sur un marché avec des acteurs, avec des incitations, des consommateurs, des producteurs, et il n'y a aucune raison de faire de différence fondamentale. Il faut avoir en tête que c'est un marché avec de l'offre, de la demande, des tarifs, des prix, et des logiques de marché, des hôpitaux publics qui doivent être à l'équilibre, des cliniques qui maximisent leurs profits. Enfin, je ne sais pas si tu veux compléter. Ricarda, peut-être, oui. Non, vas-y. Donc oui, en fait, je voudrais bien nous rappeler que la situation avant l'introduction de la tarification à l'activité n'était pas parfaite non plus. Donc le financement au budget global, tout ça, qui n'aide pas forcément à inciter cette concurrence, c'était pas une situation optimale non plus. Donc il y a parfois maintenant cette réaction de supprimer la TDSA, de rentrer à l'état après 2004. Ça ne va pas nous sauver non plus. Donc c'est plutôt essayer de combiner les différents vecteurs de financement, de garantir qu'il y a des effets positifs de la TDA qui peut survivre dans cette nouvelle régulation, dans cette nouvelle architecture de financement, mais en même temps d'ajouter des réglementations pour, par exemple, soutenir une qualité minimum à nous. Donc, c'est une chose que je trouve parfois un peu difficile. Évidemment, c'est pas forcément clair pour nous. Donc, jusqu'à quel degré nous voulons vraiment supporter cette concurrence et traiter les établissements de santé comme un marché normal, disons. Si les patients réagissent vraiment à la transparence, c'est parfois un peu compliqué d'étudier les résultats des taux de qualité. C'est un art, même pour moi. C'est ma profession. Parfois, c'est un peu difficile même pour moi de vraiment comprendre les différences de qualité entre les hôpitaux. Mais néanmoins, il y a des éléments positifs comme la transparence. On donne de l'information à nous comme consommateurs des soins. Ça nous aide à faire des décisions plus informées. Et ça, c'est un aspect positif. Si augmenter la productivité, diminuer la file d'attente, ce sont aussi des aspects positifs. Mais la question pour nous, c'est jusqu'à quel degré on peut supporter ces effets positifs sans en même temps accepter des effets négatifs. Oui, je suis d'accord à 100%. Alors, quand tu dis supporter, je pense que tu veux dire to support, donc soutenir. Soutenir. Mais c'est exactement ça. La problématique, c'est l'articulation entre la régulation et la concurrence. C'est-à-dire quelle dose de concurrence, par exemple pour les questions de qualité, à quel point on fait confiance à la concurrence pour donner des bonnes incitations aux établissements pour augmenter la qualité, et à quel point on met plutôt l'accent sur la planification, la régulation, des accréditations, des autorisations, des normes de qualité. Voilà, c'est le dosage qui est difficile. Une chose est sûre, c'est que pour que la concurrence marche, il faut que les patients réagissent à la qualité.
et Ricarda vient de le dire, pour qu'il réagisse à la qualité, il faut qu'il puisse la saisir, la voir. Vous voulez faire changer votre prothèse de hanche, votre hanche, il faudrait que vous ayez un choix qui soit clair, avec des indicateurs. Vous mettez votre code postal, et c'est ce qui se passe en Angleterre. Choose and Book, il y a longtemps déjà, en 2006. Choisissez et réservez. Donc vous avez un site internet en Angleterre, vous mettez votre code postal, où est-ce que vous êtes, vous mettez votre besoin de santé, prothèse de hanche, et on vous donne un choix de 5, 10 hôpitaux, avec des normes, avec des notes, des étoiles, si vous voulez, dans différentes dimensions de la qualité. Et donc à ce moment-là, c'est ça la transparence. Et ça, c'est difficile à mettre en œuvre. En France, on le fait quand même très très peu. Très très peu, c'est pas facile, c'est beaucoup plus mis en avant dans d'autres pays. Donc la transparence sur la qualité pour que les patients puissent effectivement réagir et se saisir et faire leur choix en étant informés. Je pense qu'on a quand même beaucoup de progrès à faire. Et c'est pas évident parce qu'il faut mettre à disposition des patients des indicateurs qu'ils puissent comprendre, quoi. Donc là, il y a presque un peu d'économie comportementale à faire, de comment communiquer avec le grand public sur des indicateurs qui soient très informatifs et qui ne soient pas biaisés, parce que c'est assez difficile à faire, mais je pense que ce travail, il faut le faire. Il faut vraiment le faire. Donc pour revenir à la transparence, c'est vraiment l'alpha et l'oméga, et je pense que quelque chose où je ne suis pas trop d'accord avec ce que tu as dit, c'est la transparence sur les prix. Parce que là, pour le coup, les prix, ils sont vraiment pas transparents du tout. C'est une usine à gaz incroyable, et la Cour des comptes a dit qu'il faudrait que les prix soient plus transparents. Mais pour moi, le plus important encore, c'est la transparence sur la qualité. Voilà. Et que les consommateurs puissent l'avoir et puissent avoir une élasticité, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire puissent répondre vraiment, faire leur choix en fonction de la qualité. On n'y est pas du tout encore en France. Oui, je crois que les tarifs sont connus, donc c'est transparent, mais comment est-ce qu'ils sont calculés, ça, c'est pas transparent du tout. Je pense que c'est ça qu'il faut dire. Et je pense qu'on peut être tous d'accord là-dessus. Voilà. Il nous reste 4 minutes, je vais prendre 2 questions de la salle en même temps, puisqu'elles sont liées. Donc, est-ce que le secteur privé se positionne sur les activités les plus rentables, laissant au public les autres activités? Et deuxième question liée, c'est est-ce que la spécialisation des établissements de santé en France ne limite pas la concurrence publique-privée? C'est quoi la deuxième question? Est-ce que la spécialisation des cliniques privées sur certaines activités, finalement, est-ce que ça limite pas la concurrence publique-privée? Peut-être deux éléments. D'abord, pour répondre à la deuxième question, effectivement, sur la notion de compétition, de concurrence, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que le paysage est beaucoup plus complexe qu'on peut le penser. La compétition, elle s'exerce sur certaines spécialités, pas sur d'autres. Elle s'exerce dans certains territoires, pas sur d'autres. Et que vraiment, je pense qu'il faut, voilà, c'est pas binaire. Enfin, il y a vraiment je pense que la compétition, par exemple, si on parle vraiment de compétition publique-privée dans une ville où il y a un CHU, une grosse clinique, elle va plutôt se faire sur des activités vraiment spécifiques comme de la chirurgie, des choses comme ça. Pas forcément sur des activités de médecine où justement, pour répondre à la question, c'est vrai que le développement de la T2A a aussi amené les cliniques à se spécialiser sur certaines spécialités et plutôt sur la chirurgie, notamment la chirurgie ambulatoire, et moins sur la médecine et encore moins sur la médecine d'hospitalisation complète. Sur la question de la spécialisation, il y a un rapport qui vient de sortir encore une fois de la Cour des comptes, j'ai cité beaucoup de rapports aujourd'hui, mais rapport de la Cour des comptes sur la complémentarité publique-privée, qui vient tout juste de sortir, qui a des recommandations qui sont certaines un petit peu étranges, mais en tout cas qui posent justement le diagnostic sur le morcellement et finalement comment se positionnent les acteurs. Et très clairement, le secteur privé, pour le coup, on parle de marché là, mais le secteur privé, c'est la santé, mais c'est d'abord un marché. Et quand on gère un marché, quand on est positionné sur un marché, Ramsay, Elsan, quand ils sont positionnés sur un marché, ils vont chercher la rentabilité, ils vont chercher la mutualisation des coûts, ils ne vont pas forcément chercher à répondre aux objectifs de santé publique, à répondre à l'ensemble des modalités de prise en charge, ce qui n'est pas du tout la même logique dans un établissement général, un centre hospitalier général ou un CHU, où on a plutôt une volonté d'avoir un panel d'activités, des missions de recours, mais aussi avoir on va dire l'intégralité des
modalités de prise en charge qui sont offertes. Donc, la logique, déjà, elle est un peu différente. Et effectivement, le mode de financement, et notamment, et on en a parlé sur la question des tarifs, et je l'ai dit tout à l'heure, l'échelle tarifaire, aujourd'hui, elle est insuffisamment mise à jour. Il y a un travail qui est engagé par le Haut Conseil de nomenclature, que M. Courtois connaît bien, puisqu'il en vient, sur justement la mise à jour de ces tarifs pour justement avoir des tarifs qui correspondent véritablement au coût. Et en tant que, on va dire, organisme économique, leur orientation est vers les modalités de prise en charge qui sont les plus simples, les plus standardisables, les plus limitées, voilà, les plus on va dire, les plus quantifiables, standardisables. Et donc, on a un mécanisme on va dire, de spécialisation. Alors, je ne sais plus si la question a été posée comme ça, mais effectivement, on a un mécanisme de spécialisation. En gros, ce qui est lourd, l'hospitalisation complète, la médecine, les urgences, c'est le public, et tout ce qui est standardisé, l'ambulatoire, la chirurgie, c'est plutôt le privé, toutes choses égales par ailleurs. Juste une statistique sur les séjours qui sont issus des urgences. En établissement public, je crois que c'est 40% des séjours qui proviennent des urgences, alors que c'est 10% pour les établissements privés. C'est-à-dire que la majorité de nos séjours, on ne peut pas les anticiper, on ne connaît pas le patient, et il est arrivé par les urgences, un week-end, etc. Contrairement aux établissements privés qui, eux, on va dire, gèrent beaucoup plus simplement, enfin, je schématise bien sûr, mais en tout cas, ont plus la main sur la gestion de leur activité programmée, puisque l'activité non programmée, elle est beaucoup plus réduite. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette table ronde. C'est pile 15h30. Merci beaucoup à tous les participants à la table ronde. Merci vraiment du fond du cœur. Et merci à la salle pour son attention. Désolé de ne pas avoir pris toutes les questions, mais voilà. Merci beaucoup. Au revoir.